Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Alexandra Ben Saïd, je suis journaliste à France Inter et je suis vraiment honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour modérer cette discussion entre Pierre Rosanvallon et François Villeroy de Galhau. Pierre Rosanvallon est à ma gauche. Bonjour à vous. Bonjour. Vous le connaissez, historien de la démocratie, sociologue, penseur de la démocratie. Pierre Rosanvallon est avec nous. Il vient de publier ce livre, Les institutions invisibles, c'est aux éditions du Seuil. Des institutions qui soutiennent la démocratie, et je ne vais pas faire de teasing, la confiance, la légitimité, l'autorité, voilà ce dont il s'agit. Le gouverneur de la Banque de France, bonjour François Villeroy de Galhau, est chargé d'assurer la stabilité du système financier et c'est aussi un acteur de l'économie, en ce sens qu'il participe, dites-moi si je me trompe, évidemment, tous les mois au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, qui nous paraît peut-être loin, mais qui est celle qui régit les taux d'intérêt et qui, du coup, commande comment on va, à quel taux on emprunte pour acheter sa maison, par exemple. Et vous avez vu que pendant 10 ans, on a eu des taux très bas et que depuis quelques temps, les taux ont remonté en flèche. Je dis juste qu'ils sont en train de rebaisser. C'est la bonne nouvelle du jour. Et attendez, le scoop est qu'ils vont continuer. On y vient après. Bon, voilà. Démocratie et économie, c'est le thème de cette discussion entre vous deux, messieurs. Alors, pour une journaliste, démocratie et économie, vraiment, à 3 jours après la présentation du budget, qui demande 60 milliards d'efforts aux Français, ou 45, ça dépend de la façon dont on le prend, et qui va avoir un chemin compliqué au Parlement, c'est parfait, hein, ça tombe très bien. Et démocratie et économie, je ne sais pas à quoi vous vous attendez en venant à cette conférence, parce que les programmateurs sont farceurs. Ils n'ont pas fini la phrase. Il n'y a pas de problématisation. Donc je ne sais pas, il me semble qu'il y a un sujet sur le sentiment d'impuissance peut-être, de dépossession des citoyens quant à ce qui se passe en économie. Mais ça n'est évidemment pas à moi de problématiser cette conférence. On va demander tout de suite à nos intervenants. Je vous dis juste que nous avons 1 heure devant nous, que nous allons discuter, que nous allons les entendre discuter pendant un petit temps, et qu'au bout d'une demi-heure, je dirais, des micros vont circuler dans la salle et vous pourrez évidemment vous adresser à eux pour leur poser toutes vos questions. Pierre Rosanvallon, on commence avec vous. Alors, il faut simplement partir des 2 mots non explicités. On peut dire très simplement que le mot démocratie renvoie à l'idée d'un projet collectif, on renvoie à l'idée d'une décision commune, alors que le mot économie renvoie à l'idée de capitalisme, renvoie à l'idée d'activité qui est mue par un souci d'efficacité et qui ne s'intéresse qu'au second titre, si je puis dire, aux problèmes de redistribution, aux problèmes d'équité, aux problèmes d'égalité. Donc économie et démocratie ont longtemps vogué sur des mers différentes et elles se sont retrouvées à un moment central dans les histoires, c'est le moment de la social-démocratie, où justement on essayait de marier économie et démocratie à partir d'un biais très simple, c'est de dire que l'idée social-démocrate, au fond, c'est de faire du partage de la croissance, du partage de la richesse, le sujet même de la démocratie. Et effectivement, on peut dire qu'une des définitions de la démocratie, c'est de forger une société démocratique. La démocratie, c'est bien évidemment tout un ensemble de procédures politiques, le vote, etc. Et la démocratie, c'est aussi faire une société dans laquelle chacun trouve sa place. Et donc, pour qu'une société soit démocratique, il faut qu'il y ait des formes de partage des richesses, il faut qu'il y ait une notion d'équité qui rentre en ligne de compte. Et au fond, c'était au début, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, la grande invention, la social-démocratie, c'est de marier ces 2 grands mouvements historiques, un mouvement de la croissance et un mouvement d'une vie politique qui appartient au peuple tout entier. Et aujourd'hui, François Villeroy de Galhau, démocratie et économie, ce mariage?
D'abord, je voudrais dire combien je suis heureux d'être à Blois et à nouveau dans la Halle aux Grains. J'étais venu ici il y a 2 ans. Je crois qu'objectivement, économie et démocratie, c'est un couple difficile, peut-être particulièrement en France, pour toutes les raisons que vous avez dites. Et puis on pourra ajouter, il y a cette image du côté de l'économie, du mur de l'argent, et puis la démocratie qui n'est pas au mieux de sa forme. Mais j'imagine qu'on en parlera avec Pierre Rosanvallon. Je pense effectivement qu'on a traversé diverses phases historiques. Il y a eu un espèce d'âge d'or, je rejoins tout à fait ce que Pierre vient de dire, en gros la seconde moitié du XXe siècle, singulièrement en Europe, âge de la social-démocratie ou de ce que les Allemands appellent l'économie sociale de marché. Et aujourd'hui, on a à la fois une tentation peut-être du côté du politique de reprendre le contrôle de l'économie. Je vais encore employer une expression de Pierre Rosanvallon, je crois que vous avez parfois parlé de national-protectionnisme ou de quelque chose de ce type. Et puis du côté de l'économie, une tentation de se désintéresser du débat collectif. Pour citer un exemple archétypique, celui-là n'est pas européen, il est d'abord nord-américain, mais les big tech, les fameux GAFAM, c'est des puissances économiques qui échappent largement à la régulation nationale et même, hélas, internationale. Une fois qu'on a dit ça, je voudrais un peu dézoomer l'image de ce couple difficile. Et au fond, quand on la regarde un peu plus en détail, proposer au moins trois dimensions qui me paraissent intéressantes dans le couple. La première dimension, c'est l'échelle de temps. Le temps politique, aujourd'hui, n'est pas du tout le même que le temps économique. Le temps politique est devenu hyper court. Je pense que c'est un de ses défis. Le temps économique reste relativement long, à l'horizon de projets d'investissement de plusieurs années, voire de changements technologiques de plusieurs décennies. Là, je crois qu'il y a un assez bon axe de réflexion. Une deuxième dimension, c'est la question des objectifs. L'économie a beaucoup de faiblesses, beaucoup de limites, a besoin de règles, mais elle a en général un atout, c'est que ses objectifs sont relativement clairs, et qu'elle a une obligation de résultat, d'efficacité. Quand je parle, oui, je sens que je provoque des mouvements divers, mais on pourra les expliciter. Sur la démocratie, et je suis moins expert, même si j'en suis évidemment comme citoyen un acteur et un défenseur acharné, je pense qu'aujourd'hui, un des défis de la démocratie, c'est que ses objectifs sont un peu brouillés, peut-être moins lisibles. Bien sûr, l'objectif de la démocratie, ou pour les acteurs politiques, c'est de gagner les élections, mais ça ne peut pas être que ça. Et je crois que l'obligation de résultat et de clarifier par rapport à quel mandat, par rapport à quels objectifs les citoyens vont juger ex post, est absolument clé. Bon, et une troisième dimension, et je termine par là, celle-là me paraît être commune. Je l'emprunte aussi au livre de Pierre Rosanvallon sur les autorités invisibles, c'est que la démocratie comme l'économie ont besoin d'un ingrédient de base, c'est la confiance. Et que cette confiance, évidemment, aujourd'hui, est affaiblie à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. On en parlera sans doute sous l'angle politique. Moi, je veux aussi le souligner sous l'angle économique. Je crois que ce défaut de confiance, aujourd'hui, pèse sur le niveau de croissance trop faible en France et en Europe, voire trop faible à l'échelle mondiale. Et je m'arrête là pour l'instant. Alors, vous avez mis beaucoup de choses sur la table, n'est-ce pas, Pierre Rosanvallon ? Je rebondis sur 2 points, puisque nous improvisons une discussion. C'est que, historiquement, effectivement, le sentiment était de savoir comment, en quelque sorte, faire en sorte que le destin d'une nation qui essaie de se définir politiquement ne soit pas contrarié par l'économie. Et qu'on a pensé pendant très longtemps, pendant 1 siècle et demi, que la clé était celle de la propriété. C'est de dire que la démocratie, ça veut dire la propriété collective, en quelque sorte, à la fois de la parole et des institutions. Et que l'économie, c'était la propriété privée. Et donc, si on veut avoir une économie au service du pays, eh bien, il faut avoir une économie qui devienne nationalisée. Et c'était même un des grands thèmes qu'avait développé De Gaulle après la Libération, en disant que quand le peuple
reprend en quelque sorte la commande, il faut aussi qu'il reprenne la commande de l'économie, et il avait fait le parallèle entre les nationalisations et la prise de la Bastille. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette question de la propriété, on ne peut plus simplement se limiter à la propriété. François Villeroy de Galhau faisait référence aux GAFAM, mais on voit qu'il faut instaurer bien d'autres modalités du contrôle, parce qu'aujourd'hui, certaines entreprises nationalisées, et partout dans le monde, ne font pas œuvre pour le bien commun de la même façon. Donc il faut aller au-delà de ce mot d'ordre de la propriété. On en a fait la panacée pendant longtemps. On voit maintenant que ça n'est pas suffisant. Qu'il faut d'autres moyens pour harmoniser, je dirais, une économie au service du bien commun. Et dans l'économie, il faut faire la différence entre, je dirais, les critères instrumentaux. Une économie a besoin de résultats, et de résultats, ça se mesure de la façon quand même relativement simple. Mais une économie, c'est aussi faire des choix d'investissement, savoir si tout un ensemble de produits profiteront à la société. On voit bien tous les débats qu'il y a autour des GAFAM aujourd'hui. Eh bien cela, je crois que c'est aujourd'hui un déplacement du champ de la vie démocratique. La vie démocratique, elle doit se déplacer vers ces questions de l'économie comme élément central dans la définition de notre modèle de société, de notre civilisation. Et donc, autrefois, il y avait un rapport instrumental à l'économie. Je dirais que maintenant, il y a un rapport presque civilisationnel à l'économie. Et que ça, c'est une chose qui est extrêmement importante à prendre en compte aujourd'hui. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est que si il faut redéfinir des moyens de contrôler et surtout des moyens d'orientation de l'économie, eh bien là, ce que j'ai appelé ces institutions invisibles, elles jouent un rôle absolument central. Quand il n'y a pas de confiance, c'est le lien social qui se défait. L'hyperinflation allemande dans les années 1920, c'est essentiellement une crise de confiance. On n'a tellement pas confiance dans la monnaie que chacun, dès qu'il a de l'argent, il veut tout de suite le dépenser. Et Konrad Adenauer était à ce moment-là le jeune maire de Cologne. Il avait dit, quand la confiance disparaît, c'est la guerre civile qui peut commencer. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes invités à réfléchir sur ce fait qu'au-delà des modes de régulation organisés, il y a tout ce substrat social qui fait qu'une société peut trouver une forme de cohérence. Et une cohérence, ça peut être une cohérence pour définir des thèmes conflictuels de débat. Ce n'est pas simplement le consensus mou, mais qu'il faut être capable de le faire. Sinon, effectivement, eh bien, nos sociétés, d'une certaine façon, peuvent peu à peu aller vers des formes, sinon de guerre civile, mais de division insurmontable. Et l'exemple américain doit nous faire réfléchir aujourd'hui d'une économie qui peut être très dynamique, mais dans laquelle l'orientation civilisationnelle et sociétale n'est pas réfléchie, et dont les substrats, je dirais, sociaux et humains sont en train de se décomposer. Je retiens cette idée qu'il faut de la régulation pour que ce qui s'occupe de l'intérêt, pour favoriser l'intérêt général. Les politiques publiques sont censées amener l'intérêt général, mais les entreprises ne sont pas, par essence, soucieuses de l'intérêt général. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut de la régulation. Je retiens également l'idée, et je pense que François Villeroy de Galhau va rebondir là-dessus, de la confiance nécessaire, et cette idée qu'une économie très dynamique n'est pas par essence bonne pour la démocratie. Elle n'assure pas la bonne santé de la démocratie. Et en même temps, on peut se dire que si l'économie ne va pas bien, la démocratie ne peut pas bien aller non plus. François Villeroy de Galhau. Oui, c'est peut-être là-dessus que je voulais rebondir. Je ne voudrais pas que dans le couple économie et démocratie, on le résume à dire comment la démocratie se protège de l'économie ou la discipline. Moi, je suis convaincu qu'économie et démocratie ont besoin l'une de l'autre. Alors, le rapport n'est pas facile, pour toutes les raisons qu'on a dit. Mais une démocratie qui serait fondée sur une économie faible ou déclinante risque de ne pas être en très bonne santé. C'était ma petite réaction sur ce que vous venez de dire.
Je pense quand même qu'une économie forte est un atout pour une société. Il y a toute une dimension de créativité, d'innovation, d'initiative, de liberté des joueurs, qui est une dimension positive. Symétriquement, et ça m'arrive de le rappeler au monde économique et au monde financier, je pense que l'économie a besoin de la démocratie. Et là, on arrive sur la question que Pierre Rosanvallon évoquait. Historiquement, c'est vrai que ça a souvent pris la forme de la propriété et de la nationalisation. Je me hasarderais à dire aujourd'hui que je ne suis pas sûr que ce soit le débat central. Il y a un préambule en France de la Constitution de 1946 qui dit que ce qui a la forme d'un service public ou d'un monopole a vocation à être nationalisé. Je crois que c'est très bien. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, encastrer l'économie dans la démocratie, c'est plutôt par des règles du jeu que par un changement de la propriété. Et là, on arrive sur la régulation. Pour que le jeu économique se passe bien, il faut des joueurs dynamiques, innovants, etc. Oublions quand même pas cette dimension. Et ce n'est pas les acteurs politiques qui vont les produire. C'est l'initiative privée et souvent de quelques entrepreneurs très originaux. Mais il faut des joueurs, mais il faut des règles du jeu fixées par la démocratie. Et là, on va introduire une autre exigence dans notre débat. C'est comme l'économie se déroule souvent à l'échelle au moins européenne, voire internationale, il faut que ces règles ne soient plus nationales, mais européennes et internationales. Et là, nous avons à peu près à l'échelle européenne les autorités pour le faire, et on en parlera, même si elles sont vues comme un peu lointaines, je crois qu'elles sont largement démocratiques. Il se trouve que j'étais hier à Bruxelles, donc j'ai passé du temps au Parlement européen. Le Parlement européen fonctionne bien. Mais il faut des règles du jeu européennes et internationales. Et il y a beaucoup de sujets où nous manquons d'autorité internationale. Puisqu'on a parlé des GAFAM et des Big Tech, je vais citer cet exemple-là, nous n'avons pas aujourd'hui d'organisation internationale du numérique. Or, je vais prendre le risque de dire ici, de faire parler Keynes en 1944 et les pères fondateurs de Bretton Woods qui ont cherché, après la dernière guerre, à reconstruire un ordre économique et démocratique mondial. Ils ont créé à l'époque une organisation financière, le FMI, une organisation du développement, la Banque mondiale. Je crois que s'ils recommençaient aujourd'hui, ils créeraient une organisation du numérique pour ces règles. Juste pour rebondir peut-être une dernière fois sur ce thème de première approche, c'est qu'un des effets de l'économie contemporaine aujourd'hui a tout de même été de contribuer à un formidable développement des inégalités. Effectivement, l'innovation joue un rôle central, mais la répartition des fruits de l'innovation est peut-être problématique. On voit à quelle vitesse peuvent se constituer des fortunes gigantesques d'innovateurs, avec en même temps des conditions de répartition, pas simplement dans leurs entreprises, mais dans la société tout entière, qui sont très déficientes. Et donc, un des grands problèmes de la société actuelle, c'est qu'on a longtemps dit le dynamisme économique, la croissance, fait qu'il y a du grain à moudre, et que ce grain à moudre fait une société de redistribution plus égalitaire. On voit que ça n'est pas véritablement le cas, et qu'il y a même aujourd'hui des formes de décomposition des sociétés, et qu'on appelle cela populisme, extrême droite, les mots peuvent varier, mais dans les pays les plus dynamiques du monde, il y a effectivement aujourd'hui ces formes de déconstruction sociale sur lesquelles prospèrent des formes extrêmes qui menacent la démocratie elle-même. Et donc, s'il peut y avoir un projet commun à toutes les démocraties, c'est pas simplement, évidemment, il faut le faire, le contrôle, un certain contrôle des économies, mais aussi qu'il y ait un projet de refaire ce qui était le grand projet historique des démocraties, à savoir d'aller vers des sociétés des égaux. Des sociétés d'égaux, ce n'est pas des sociétés où tout le monde gagne la même chose, mais c'est des sociétés où tout le monde a sa place, est considéré, est respecté, et peut être un participant de la communauté à part entière. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Et quand on voit l'élection américaine si incertaine, c'est bien cette question-là qui est au centre aujourd'hui de ce débat. Et si nous ne trouvons pas les moyens de le résoudre, et il se pose dans des termes très proches dans les différentes économies et dans les différentes démocraties, eh bien nous pourrons aller vers de grandes catastrophes. Quels moyens ? Quelle est la solution ? Si nous ne trouvons pas les moyens, donnez-nous quelques idées d'outils avant que... Je pense que... Je peux me lancer ou pas ? Ah ben...
Non, d'abord, je vais faire un coming out terrible. Ah bah, Je pense que Pierre Rosanvallon et moi sommes deux sociodémocrates non cachés. On peut le dire. Je ne sais pas si on a une forme de nostalgie de cet équilibre européen qui s'est trouvé entre la création et la répartition au long de la seconde moitié du XXe siècle. Alors, je crois vraiment qu'on a besoin des deux. Pardon de dire une chose aussi basique. Pierre faisait allusion à ce drame du populisme, et qui est partout. Et c'est vrai qu'il est aux États-Unis, alors même qu'il y a création de richesses. Mais il est aussi en France, alors même que chez nous, la répartition se défend nettement mieux qu'ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes conscient que le degré d'inégalité, tel qu'on peut le mesurer en France, indice de Gini, etc., nous sommes une des sociétés où il est resté à peu près stable, alors qu'il a eu tendance à augmenter ailleurs. Par contre, nous avons perdu un dynamisme de la croissance. Donc je crois qu'il faut vraiment les deux. Alors ensuite, on arrive sur un débat. Il y a un certain nombre de gens qui disent, et c'était... Alors pardon, je vais dire que je m'exprime à titre personnel, parce que je ne vais pas prétendre donner une doctrine officielle de la Banque de France. Mais il y a un certain nombre de gens qui disent, mais si on a perdu le secret de la croissance en Europe, c'est à cause du modèle social-démocrate. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça, y compris parce que quand vous regardez à l'intérieur de l'Europe, les sociétés qui réussissent le mieux sur le plan de la croissance et de l'innovation, c'est les sociétés du nord de l'Europe, qui sont en gros les sociétés les plus sociodémocrates, que ce soit les pays scandinaves ou les Pays-Bas. Ça ne suffit pas forcément, ce qui est un autre défi, à les protéger de la montée du populisme qu'on voit aussi dans ces pays-là. Mais si je le formule en termes de grands économistes, je crois que le modèle européen ou le modèle de répartition, il a été très dominé par Keynes, cette idée que l'intervention de l'État, la redistribution, est un élément de soutien de la croissance, notamment dans les périodes de dépression économique. Et je crois que c'est vrai dans les périodes de crise. L'abus de keynésianisme que nous avons fait, et on va arriver au budget, c'est que ce remède de dépenses supplémentaires et de déficit, singulièrement nous, Français, nous l'avons appliqué non seulement dans les périodes de crise, où il fallait la puissance de l'État pour relancer l'économie, mais nous avons eu tendance à l'appliquer tout le temps. Et donc nous avons des déficits qui s'accumulent année après année, une dette qui augmente, des intérêts de la dette de plus en plus forts. J'en profite pour le dire, on va voir ce que va donner le débat budgétaire, mais je vais le dire très solennellement. La tendance à toujours plus de déficit, toujours plus de dettes, toujours plus d'intérêts ne peut pas continuer en France. Et donc, il faut réconcilier Keynes, dont il faut garder beaucoup de choses, et je crois profondément à la redistribution. Au passage, dans le budget qui a été proposé, il y a un certain nombre de mesures qui vont dans le sens de la justice sociale. Elles n'ont pas l'air, pour l'instant, de susciter un torrent d'enthousiasme, mais j'en profite pour dire qu'elles vont dans ce sens-là. Juste un exemple. À laquelle pensez-vous ? Moi, j'ai eu l'occasion de dire qu'il fallait un effort qui soit d'abord d'économie de dépenses, parce que nous avons trop de dépenses en France, mais qu'il fallait aussi lever le tabou de certaines hausses d'impôts sur ceux qui pouvaient le plus contribuer du côté des entreprises ou du côté des ménages. Mais, je termine par là, je crois qu'il faut réconcilier l'immense économiste qu'est Keynes avec l'autre grand économiste européen du XXe siècle, qui est Schumpeter. Schumpeter, je vous rappelle, il est un peu moins connu. Il naît en Autriche, à peu près la même année que Keynes. Il naît en 1888. Et puis, malheureusement, avec les drames de l'histoire européenne, il émigre aux États-Unis dans les années 30 et il meurt aux États-Unis après-guerre. Schumpeter, c'est l'économiste de l'innovation. Vous vous souvenez peut-être de la destruction créatrice. Il est temps de se rappeler que Schumpeter avait des racines européennes. Et je crois vraiment que nous pouvons allier l'innovation et la répartition. François Villeroy de Galhau nous a emmenés sur le budget. Est-ce qu'on ne reste pas encore un tout petit instant, si vous permettez, sur la montée du populisme ? Vous avez dit, Pierre Rosanvallon, qu'elle peut se produire même dans une économie qui va bien, exemple les États-Unis. François Villeroy de Galhau dit, le populisme n'arrive pas parce qu'il y a eu un échec de la répartition. C'est votre exemple français. Pas seulement. Pas seulement. La montée du populisme, La montée du populisme, c'est aussi le sentiment d'une impuissance.
en disant il y a, d'une façon très générique, il y a ceux d'en haut qui ne tiennent pas compte de ce que nous vivons. Et donc, il y a une coupure entre le monde de la décision et puis la société. Et effectivement, c'est un sentiment très puissant aujourd'hui, ce sentiment d'une distance, ce sentiment d'être désapproprié, ce sentiment d'une certaine façon que son bulletin de vote, il est devenu superfétatoire, qu'il ne joue pas véritablement de rôle. Et comment redonner un rôle aujourd'hui? Eh bien, on se rend compte que ça n'est pas par l'élection, puisque l'élection produit justement ce sentiment de malaise. Et je dirais que l'essentiel contemporain de la réflexion sur la démocratie, c'est de bien voir que la démocratie, c'est tout un ensemble de fonctions démocratiques. Ces fonctions démocratiques, c'est bien sûr d'abord de choisir des gouvernants et des représentants. Ça, c'est l'élection. Mais il n'y a pas que cette fonction-là. Les autres fonctions, ce sont des fonctions de surveillance, des fonctions de discussion, de délibération, des fonctions de contrôle, des fonctions d'investigation, d'enquête. On dit que la démocratie, c'est le régime qui oblige les pouvoirs à s'expliquer. Mais c'est aussi le régime dans lequel le citoyen n'est pas simplement électeur. Et toute une idée de la démocratie pendant longtemps était de dire, au fond, le progrès démocratique, ce serait de multiplier les élections, qu'il y ait des élections partout et toujours. Moi-même, j'ai été, il y a très longtemps, l'auteur d'un des premiers livres sur l'autogestion. Et l'idée de l'époque, c'était de dire, au fond, la démocratie, elle est dans la politique. Et comme le disait un homme politique du début du XXe siècle, il faut qu'elle descende dans l'atelier. Et donc, mettons des élections partout. On voit qu'aujourd'hui, ça n'est pas ça, même si les élections jouent un rôle absolument central et incontournable. Mais beaucoup de pays autoritaires sont des pays dans lesquels il y a les élections, mais les fonctions démocratiques sont confisquées. Et à côté de ces fonctions démocratiques, la démocratie repose sur l'idée fondamentale que la volonté générale, ça n'est pas simplement la majorité, qu'il y a d'autres façons d'exprimer la volonté générale que la majorité. Et quelles sont ces autres façons? Une première manière, c'est de dire que la démocratie, c'est le régime dans lequel chaque individu, quel qu'il soit, aussi modeste soit-il, a un rôle aussi important que les autres. Et ça, c'est la fonction de l'état de droit. L'état de droit, c'est de faire que chacun soit une personne également importante. Et qui est le gardien de cela? Ce sont les principes constitutionnels. Les principes constitutionnels, c'est la mémoire de la volonté générale. C'est le fait que chacun ne peut pas être brutalisé par une majorité. Chacun a des droits fondamentaux. Donc ça, c'est un deuxième volet de la démocratie. C'est l'importance de chaque individu qui est garantie par ses règles constitutionnelles et ses règles de droit fondamentales. Et puis, il y a une troisième définition de la démocratie, et là je me tourne vers François Villeroy de Galhau, c'est la mise en place d'institutions que personne ne peut s'approprier, qu'aucun pouvoir ne peut s'approprier. Et ça, c'est ce qu'on appelle des institutions indépendantes. Et si les institutions indépendantes sont importantes dans la démocratie, c'est parce que, justement, qualité, si je puis dire, elles doivent avoir pour fonction de pouvoir résister aux différents pouvoirs. Et qu'elles doivent, à côté des pouvoirs majoritaires, dire qu'elles représentent à leur façon un intérêt général. Mais elles ne peuvent le faire que si elles s'expliquent en permanence, que si elles le montrent. Parce que le gouverneur de la Banque de France, ça n'est pas le roi de la Banque de France. C'est le modeste serviteur de la Banque de France. Et ce modeste serviteur de la Banque de France, justement, il est d'autant plus fort et d'autant plus crédible qu'il s'explique comme quelqu'un qui a le souci de l'intérêt général. Et donc la démocratie, ça n'est pas simplement le statut suprême que donne l'élection. La démocratie, c'est un ensemble d'institutions qui poursuivent sur d'autres modes le souci de l'intérêt général. Et à côté des banques centrales, il y a bien d'autres institutions qui jouent ce rôle. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par exemple, et beaucoup d'autres également, sont des gardiennes de l'intérêt général à leur façon. François.
Alors, ça n'est pas une question très méchante, du coup. Vous venez d'avoir toute une explication, une validation par Pierre Rosanvallon. En effet, la Banque centrale européenne, par exemple, est une institution non élue. Pour autant, dit Pierre Rosanvallon, elle est démocratique. Je suis évidemment très sensible à ce que Pierre Rosanvallon a dit. Je vais le pousser encore un peu plus loin, parce que c'est souvent une des critiques de l'indépendance. Alors, je vais le décliner sur le cas de la Banque centrale, mais comme Pierre l'a dit, il y a d'autres institutions, y compris la justice. Et on dit l'indépendance, c'est antidémocratique. Alors, je ne dis pas du tout que l'indépendance soit une panacée pour résoudre tous les problèmes de la démocratie. Je crois qu'il y a un périmètre de l'indépendance, je conclurai par ça. Mais l'indépendance est compatible avec la démocratie, peut même servir la démocratie et servir les citoyens. Au passage, je retiens la belle formule que je suis le serviteur de la Banque de France. Si vous voulez bien, je vais même un peu la corriger. Et je crois que je n'ai pas attendu les rencontres de Blois cet après-midi. Je suis, et les hommes et les femmes de la Banque de France, il y en a un certain nombre ici, sont les serviteurs des Français et des Européens. Et là, on retrouve d'ailleurs la propriété publique. La Banque de France étant à 100% publique, appartient à tous les Français. Mais pour que l'indépendance soit légitime et au service de la démocratie, je crois qu'il y a deux conditions extrêmement importantes. Trois, pardon. La première, j'allais l'oublier parce qu'elle va de soi, elle n'est évidemment pas auto-conférée. Elle résulte de lois ou, dans le cas de la Banque centrale, du référendum sur Maastricht et la mise en place de l'euro en 1992. Deuxièmement, elle doit être associée à un objectif, et un objectif précis, ce que nous appelons dans notre langage juridique le mandat de la Banque centrale. Pour nous, c'est très simple, c'est la stabilité des prix, ça veut dire en moyenne 2% d'inflation. On s'est éloigné de ça par le haut ces dernières années, à la suite notamment de l'invasion russe en Ukraine, on est monté jusqu'à 7, aujourd'hui on est redescendu à 1,5. Et troisièmement, nous vous devons des comptes par rapport à ces objectifs. Il faut, alors ça prend la forme de communication devant le Parlement, de communication publique, mais aussi de rencontres avec les citoyens. Nous développons de plus en plus à la Banque de France, que nous appelons le dialogue avec les Français, des rencontres de politique monétaire, on pourra y venir. Nous avons une matière compliquée qui est la politique monétaire, mais c'est à nous d'en rendre compte à partir des questions que vous avez et en termes accessibles pour les citoyens. Un des risques de l'indépendance, et je le dis en toute lucidité, c'est que l'autorité administrative, elle soit vue un peu comme sa tour d'ivoire, gérant une matière complexe, et on confie ça à une autorité indépendante parce que ça serait trop difficile pour le débat politique. Je ne crois pas à ça. S'il y a eu indépendance des banques centrales, c'est parce qu'on a montré que c'était plus efficace pour atteindre le mandat, c'est-à-dire l'objectif de stabilité des prix de 2% d'inflation. Et c'est vraiment une exigence pour nous d'être fidèles à ce mandat et de rendre compte des résultats. Si la Banque centrale européenne et la Banque de France n'étaient pas efficaces pour atteindre les 2% d'inflation, j'entendrais parfaitement qu'on dise les fondements de l'indépendance sont remis en cause. Alors, si vous me laissez encore une minute, Alexandra, est-ce que ce qu'on vient de dire sur la Banque centrale, et merci encore une fois à Pierre Rosanvallon de ce qu'il a dit, peut valoir sur un champ plus large? Et il y a périodiquement la question, est-ce que par exemple dans le domaine de l'énergie, du carbone, de la transition climatique, où il y a des débats extraordinairement difficiles entre Européens, et croyez bien que la monnaie, ça n'était pas simple entre Européens, entre Français et Allemands, mais nous avons trouvé façon de trancher, d'avoir ces discussions et de décider. Est-ce qu'il faut aller au-delà sur d'autres sujets difficiles dans la démocratie qui appellent des choix? Là, je dirais que la réponse ne m'appartient pas. Parfois, on dit même que sur le débat très difficile du budget, après tout, s'il y avait une autorité indépendante, ce serait plus simple. Moi, je ne pousserai pas jusque-là, parce que je crois que c'est quand même le cœur de la démocratie et l'origine des parlements. Mais il y avait une jolie phrase de Condorcet, je l'emprunte encore à Pierre Rosanvallon à propos du budget, qui en 1790 disait, vous allez croire, on se croirait en 2024, il est dangereux de confier au pouvoir exécutif la garde du trésor public. Fin de citation. Mais je laisserai Pierre Rosanvallon. Alors, il faut que je commande Condorcet, tout de même. Oui, alors je pense d'ailleurs c'est exécutif par rapport au législatif, peut-être. Mais je ne le recommanderai pas pour le budget. Mais, je termine là-dessus, je ne crois pas forcément à l'extension du champ de l'indépendance. Par contre, je crois à une leçon parallèle.
c'est qu'il faut expliciter bien davantage les objectifs du pouvoir démocratique et rendre compte sur des résultats. Si vous me permettez une petite remarque d'ambiance, je suis quand même frappé d'une dérive qui oublie le principe de Rosan-Vallon, c'est-à-dire que la démocratie, ça n'est pas seulement l'élection. Si l'objectif des forces politiques, c'est seulement de gagner les élections, pour ça de multiplier les promesses de court terme et un peu démagogiques, la démocratie va aller de plus en plus mal parce que la déception ex post des citoyens va être de plus en plus forte. Et donc, ça n'est pas facile pour les politiques, mais moins d'effets d'annonce, plus de clarification des objectifs, et ne promettons pas tout dans le débat démocratique, et surtout, beaucoup plus de compte-rendu des résultats, c'est ça qui changera. Est-ce que le risque avec ces institutions non élues n'est pas cependant qu'on ait un gouvernement de techniciens? Est-ce que c'est pas ça quand même? Et quand François Villeroy de Galhau dit certains aimeraient qu'une autorité indépendante décide, bah alors du coup des coupes. On dit le déficit va trop loin, on coupe. Et puis est-ce que là, en effet, on touche pas à un risque extrême? Bien sûr, parce que l'exemple du budget, c'est même le cœur naturel de la vie, de la discussion démocratique, puisqu'un budget, c'est qui contribue à quel niveau pour quelle priorité commune. Donc c'est à la fois une question de priorité et une question de redistribution. Donc le budget, c'est structurellement le cœur de la démocratie. Et d'ailleurs, il a été historiquement le cœur des parlements. Les parlements sont nés, enfin, on dit que l'Angleterre est la mère de tous les parlements. Ben, le Parlement en Angleterre, il a eu deux grandes fonctions historiques. La première fonction, c'est de concéder le budget, bien sûr, et deuxième fonction, c'est de surveiller le pouvoir à travers l'impeachment. Le nom, la dénomination originelle du Parlement britannique, c'était The High Court of Justice. Et effectivement, il y a eu beaucoup de procès politiques en Angleterre. Le roi ne pouvait mal faire, comme on disait, mais il y a eu énormément de favoris du roi qui ont été exécutés en Angleterre. Donc il y avait ces deux fonctions, surveillance des pouvoirs, l'impeachment, et puis le Parlement. Donc ça, on reste au cœur. Pour le reste, évidemment qu'il ne faut pas que les organes non élus soient lâchés dans la nature. Et justement, ils ne peuvent être légitimes que pour autant qu'ils donnent en permanence des preuves. Il faut qu'ils donnent des preuves de leur utilité. Il faut qu'ils donnent des preuves du fait qu'ils sont des serviteurs de la mission qui leur a été confiée. Ça me paraît extrêmement important. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vous avais promis qu'on se tournerait vers vous au bout d'une demi-heure. La discussion va continuer. On n'a pas encore abordé, alors qu'on l'avait cité dès le début, cette idée de la confiance. Et je vous signale que François Villeroy de Galhau aussi a écrit un livre en 2021. Le titre, c'était « Retrouver confiance en l'économie ». Bon, donc ces deux-là ont des choses à se dire sur la confiance. Oui. Est-ce qu'on peut faire circuler? Oui, ouais. Ici, il y en a un. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre peut-être 3 questions d'un coup, puis ensuite une autre salve, etc. Donc là, j'en ai une là, je vois un monsieur là. Et un autre monsieur, il n'y a que des messieurs? Il n'y a pas de dames qui posent des questions? Ah si, il y a une dame, bien sûr. Allez, je vais prendre 4 questions. Allez-y, monsieur, ensuite la dame. Mario Draghi a récemment déposé un rapport appelant à améliorer la productivité des économies européennes, sinon elles se feraient enfoncer. Ce qui suppose des efforts, mais encore faut-il que ces efforts soient rendus acceptables par les populations. Merci. Le rapport Draghi et les efforts acceptables par la population. Madame. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur l'intitulé de la discussion. La démocratie, on sait ce que c'est une forme de régime politique. L'économie, on ne l'a pas vraiment définie, c'est à la fois une interrogation et un outil sur la façon dont on doit assurer les besoins d'une population. Vous avez laissé penser, en fait, que l'économie, c'était le capitalisme, et donc on utilise un mot à la place d'un autre. Est-ce que c'est pas un peu antidémocratique d'utiliser économie pour dire capitalisme, surtout un capitalisme dans lequel, pour 2 ou 3 innovateurs, on a surtout beaucoup d'héritiers? Monsieur. Vous n'avez pas évoqué le rôle et la place de la démocratie dans l'entreprise comme facilitateur
de la productivité et du bien-être au travail? Le rôle de la démocratie en entreprise. On peut évoquer aussi le capitalisme des parties prenantes. C'était ma 4e question. Allez-y, monsieur. Il y a un micro, je suis sûre. Un micro qui circule jusqu'au monsieur. Et nous vous écoutons. Oui, je voudrais revenir sur le point sur la propriété dont vous avez parlé au début et sur la question de la propriété collective. Et donc, pour avoir plus de démocratie dans la vie économique, c'est la réappropriation par les salariés de la propriété et en particulier des biens de production. Je fais référence aux coopératives qui existent aussi en économie et qui sont une autre forme d'économie qu'une économie purement capitaliste cherchant du profit, mais cherchant également autre chose. Et pour faire le lien avec la démocratie, tout ce qui s'est développé autour du municipalisme, c'est-à-dire par exemple ce qui s'est passé à Barcelone, avec une réappropriation des questions de décision politique par des assemblées qui se sont d'abord créées de manière associative et qui ensuite ont mené à l'élection d'une maire qui relevait de cette logique-là. Donc on voit qu'il y a quand même des liens entre les questions de réappropriation de décisions en termes économiques dans les entreprises et aussi ce qui peut se passer au niveau de la démocratie, ou en particulier de la démocratie locale. Merci à vous 4. On fera une deuxième salve. François Villeroy de Galhau. Je vais peut-être dire un mot sur les 3 premières questions, mais... alors commencez par la première. On fait le rapport de Mario Draghi, oui. Ah oui, je les prends dans l'ordre. Oui, ok. Le rapport de Mario Draghi, alors tout le monde en parle, entre nous personne ne l'a lu, y compris moi, parce qu'il fait 400 pages en anglais. Hein. Mais il dit ce que vous dites en résumé, c'est qu'il dit qu'il faut que l'Europe se réveille sur le plan de la croissance économique, de l'innovation, parce que nous sommes en train de prendre un retard par rapport aux États-Unis et par rapport aux grands pays émergents, dont l'Asie, qui peut devenir irréversible. Et il a raison, pardon de le dire avec un peu de gravité, l'Europe peut disparaître, en gros, être très marginalisée sur la carte économique mondiale dans le siècle qui vient. Alors après, vous parlez des efforts et des moyens. Mario Draghi propose un certain nombre de réformes. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours des efforts pour les particuliers et notamment pour les plus défavorisés. Il propose un certain nombre de choses sur la transition énergétique, sur l'accélération de l'innovation, sur l'ouverture de la concurrence en Europe, qui appellent surtout à changer les entreprises. Et la plupart des réformes de Mario Draghi ne sont pas des réformes qui supposent de la taxation supplémentaire, ne sont pas des réformes budgétaires et fiscales. Je ne vous cache pas que le principal risque aujourd'hui, c'est que ce rapport soit relativement enterré. Pourquoi ? Parce qu'il tombe dans une scène politique européenne qui est elle-même l'addition de 27 scènes politiques nationales affaiblies et court-termistes. Et que ces transformations que j'ai citées très rapidement, ces réformes du côté des entreprises et des secteurs économiques, supposent du temps, de la volonté, et supposent d'aller combattre un certain nombre de rentes sectorielles. Voilà. Donc, ma conviction, c'est que Draghi a raison, qu'on n'est pas du côté de l'effort, mais qu'on est du côté de la transformation par rapport à des situations acquises. Et je vise plutôt certains secteurs économiques ou certaines entreprises que des particuliers. Sur le budget, le débat français, il faut tous qu'on fasse des efforts, mais il faut qu'ils soient justes et partagés. Sur la question très importante que posait Madame sur la définition de l'économie, est-ce qu'on l'a identifié au capitalisme ? Je vais dire là ma conviction. Je suis très prudent en termes de système économique. Et identifier l'économie à tel ou tel système économique en disant il est forcément meilleur, je ne crois pas. Je crois d'ailleurs que l'économie, c'est l'addition, si j'osais paraphraser la biodiversité, je crois à l'écodiversité. C'est l'addition d'un certain nombre d'acteurs économiques qui peuvent être de nature assez différente en termes de propriété. C'était aussi la 4e question, il me semble. Ce qui compte, c'est qu'il y ait concurrence, c'est qu'il y ait innovation, c'est qu'il y ait création. Je vais citer un exemple dans le secteur bancaire. Il y a eu une bataille qui a fait rage jusqu'à il y a une vingtaine d'années, les banques privées capitalistes contre les banques mutualistes. Il se trouve qu'on a un secteur mutualiste bancaire très important, très efficace en France,
et qu'il y a une concurrence active dont vous bénéficiez comme particulier. Est-ce qu'on donne la parole à Pierre-Rose Envalon sur cette... Je ne peux pas parler de la démocratie en entreprise. Absolument, non, mais on y revient. Non, non, mais c'est Pierre sur la propriété. Non, mais Pierre-Rose Envalon juste parce que ça m'intéresse de l'entendre également, voilà, sur la question de la dame. On a mal défini, on n'a pas défini. Si le titre était mauvais, c'est parce qu'il y a un titre qui a été fait pour Villeroy de Galhau et un titre qui était fait pour moi. Alors qu'en fait... la démocratie, c'est un ensemble d'institutions et de procédures, alors que l'économie, le mot économie tout seul, définit un champ et n'est pas aussi précis. Concernant Mario Draghi, je voudrais juste dire une chose, c'est qu'il y a toute une réflexion qui est à l'œuvre actuellement pour définir la mise en place de d'autres institutions de régulation internationale dans différents domaines, et que Jean Pisani-Ferry doit publier la semaine prochaine un ouvrage qui est là au premier rang, un ouvrage consacré à cette question-là, et je vous conseille à tous vivement de vous retourner vers cet ouvrage parce que c'est une question centrale. Et plusieurs remarques ont été faites pour dire oui, il y a tout de même une diversité des formes de propriété. Bien sûr, la propriété privée est dominante, mais il y a des propriétés mutualistes, il y a l'économie sociale et solidaire, il y a des coopératives, il y a des entreprises dans lesquelles il y a tout de même des formes de participation des salariés à des conseils d'administration. Oui, il y a tout un ensemble de mouvements dont il faut aussi tenir compte, tout un mouvement d'expérimentation également. Et effectivement, il ne faut pas avoir une vision simplement monomaniaque et trop simplificatrice de l'économie, parce qu'il y a aussi beaucoup d'innovations qui se jouent actuellement. François Villeroy de Galhau... Non, c'était juste ajouter un mot sur la démocratie en entreprise, et peut-être Pierre-Rose Envalon voudra aussi éclairer. C'est un débat malheureusement qui existe extrêmement peu en France. Là aussi, je vais m'exprimer à titre personnel. Il se trouve que je connais assez bien l'Allemagne. Je trouve que la fameuse Mitbestimmung, alias cogestion, alias représentant des salariés dans les conseils d'administration, est quelque chose qui apporte vraiment, y compris dans des entreprises familiales. On a fait quelques progrès en France, pour les grandes entreprises, pour les entreprises nationalisées, pour les entreprises publiques comme la Banque de France, mais c'est un débat malheureusement qui n'intéresse pas beaucoup, y compris, me semble-t-il, les syndicats français, à l'exception historiquement d'un seul, qui est la CFDT. Mais voilà, si je peux exprimer un souhait personnel qui va au-delà des compétences de la Banque de France, quand je regarde ce qui se passe dans le nord de l'Europe, là aussi, la démocratie en entreprise sous cette forme, une entreprise ne peut pas être dirigée complètement de façon démocratique, mais sous cette forme est quelque chose qui peut réconcilier le social et l'innovation. Il me semble qu'à ce sujet, il y a un débat en ce moment en Allemagne au sujet de Volkswagen. À propos de cette cogestion, certains disent que Volkswagen est dans cet état-là et doit maintenant s'apprêter à supprimer des emplois parce que cette cogestion n'a pas été que bénéfique. L'avez-vous Non. Ok. Je ne suis pas spécialiste de Volkswagen, mais je l'ai dit tout à l'heure, toute cette école qui consiste à dire c'est le modèle social européen qui est condamné à l'échec dans l'innovation économique mondiale du XXIe siècle, je n'y crois pas. Regardez les plus grandes sociétés innovantes, on n'a pas de big tech en Europe malheureusement, ça c'est l'alerte du rapport Draghi, mais disons que des middle tech, elles sont plutôt nord-européennes. Sur l'intérêt général, on a eu aussi les entreprises à mission, celles qui donnent un objectif autre que le profit. Bien sûr, c'est tout récent. C'est aussi un type d'expérimentation positive et qui montre qu'à l'intérieur même du système aujourd'hui, des innovations peuvent avoir lieu, mobiliser des salariés et aussi aider tout un ensemble de personnes à concevoir collectivement des entreprises sur un mode différent. D'autres questions dans la salle ? Madame, monsieur, qui est-ce que j'oublie ? Je ne tourne pas assez ma tête par ici. La dame en jaune. Ah, au fond. Ouais. Je vous en prie. Bonjour. Vous n'avez pas du tout évoqué les grands défis climatiques et leur intervention dans l'économie et la démocratie. Les défis climatiques. Là. Oui, on parle d'économie libre et non faussée.
et démocratie est mis au singulier. Or, en fait, en Europe, tous les pays n'ont pas les mêmes niveaux de vie, les mêmes façons de fonctionner en service public, etc. La concurrence est complètement faussée. Elles n'ont même pas le même niveau de salaire. Et les économistes capitalistiques jouent sur ces différences de niveau. On n'est plus du tout dans des règles démocratiques, puisque la démocratie, c'est les mêmes droits, et ça devrait être au niveau européen, et non pas pays par pays. J'ai vu que je voulais poser une question. Alors, j'ai une question au fond, et puis j'ai... Ouais, là, alors on y va. La dame là... Moi, je voudrais juste préciser par rapport à l'autre personne qui a parlé des défis climatiques. Hier soir, on a eu une présentation qui était quand même assez éprouvante, disant qu'il y avait une certaine urgence sur la mise en question de l'habitabilité de la Terre. Donc, je voudrais savoir si la démocratie sera capable d'orienter, de réencastrer l'économie de façon à ce qu'elle permette de sauver l'habitabilité de la Terre. Bien sûr. Le jeune homme, et puis Jean Pisani-Ferry devant a une question. Le jeune homme avec le t-shirt bleu, il est là, juste là. Allô ? J'ai une question. Pardon ? Alors, vers qui je ne tourne pas ma tête ? Là-bas. Oui, j'avais une simple question. Allez-y, alors allez-y. Les dettes souveraines sont-elles une menace ou une opportunité pour la démocratie ? Vous avez 4 heures, merci. Heureusement que j'ai des beaux cerveaux à côté de moi. Merci beaucoup. Le jeune homme et Jean Pisani-Ferry. J'avais une question sur l'économie sociale et solidaire, pour savoir ce que vous en pensez tous les deux. Voilà. Ok. Et il faut descendre tout l'escalier, si vous voulez bien. Merci. Vous êtes passé un peu vite sur la question de la légitimité démocratique des institutions indépendantes, en particulier de la Banque de France, mais aussi, enfin des banques centrales, mais aussi d'autres institutions indépendantes. Et que ce soit, je ne sais pas, l'autorité de la concurrence, que ce soit les institutions de l'état de droit, etc. Et ces institutions sont violemment attaquées. Il y a tout un courant qui considère que la démocratie, c'est de remettre la décision entre les mains des élus. Comment vous analysez ce mouvement et quel est le champ exact que vous considérez devoir être assigné à des institutions indépendantes? Eh bien, écoutez, on va commencer avec celle-ci, si vous voulez bien, puisque Pierre-Rosan Vallon a réagi tout de suite. Il me semble que cette question, aujourd'hui, elle fait le partage entre deux types de démocratie. Elle fait le partage entre des démocraties qui deviennent autoritaires et des démocraties qui sont perplexes. Démocraties autoritaires, ce sont celles qui disent « seules les institutions et les personnes élues représentent la société ». Non, il y a d'autres modes de représentation dans la société que le vote. Être représenté veut dire que les problèmes que l'on vit sont mis sur la table. La représentation a une dimension pas simplement procédurale, mais on pourrait dire presque narrative. Et donc, cette représentation, les syndicats, le monde associatif, tout un ensemble d'organisations participent à la représentation de la société. Et on peut dire que les partis populistes ou d'extrême droite se définissent comme ceux qui ont uniquement une vision polarisée de la démocratie, une vision uniquement électorale. Mais la démocratie, c'est aussi le service du bien public. La démocratie, c'est le service de l'intérêt général. Et c'est là que la question des autorités indépendantes ou des autorités non élues, qu'il s'agisse de la magistrature, qu'il s'agisse des conseils constitutionnels ou des institutions que vous avez posées, est absolument centrale. Aujourd'hui, c'est la ligne de partage. Et il est essentiel pour cela de se battre sur le fait que ça n'est pas simplement l'état de droit n'est pas simplement un supplément d'âme de la démocratie. Il ne s'agit pas simplement d'ajouter l'état de droit à la démocratie, il s'agit de recomprendre ce que veut dire la souveraineté et la volonté générale. La volonté générale n'est pas simplement le principe majoritaire. La volonté générale, c'est tout ce qui met en œuvre l'intérêt public, tout ce qui est service public. Et déjà dans
je dirais, dans l'histoire juridique de la France, la distinction service public et puis politique était essentielle. Mais il faut savoir que, par exemple, longtemps, les députés français se sont opposés à ce qu'existe une école d'administration, en disant si c'est une école d'administration qui aura une légitimité parce que les gens ont passé un concours exigeant, ils vont être des concurrents des élus. Donc c'est une très longue histoire, cette question-là, mais il est décisif de se battre aujourd'hui, me semble-t-il, sur ce point. Si je peux rebondir juste sur le mouvement critique par rapport aux autorités indépendantes, c'est vrai que la BCE a été critiquée pour ne pas intégrer plus largement dans son champ autre chose que l'inflation. On vous a demandé d'en faire plus pour l'environnement, on vous a demandé peut-être de faire comme aux États-Unis et de mettre l'emploi dans votre champ. Comment est-ce que vous avez... D'abord, ça me paraît tout à fait normal, dans un débat démocratique et ouvert, que les institutions indépendantes soient aussi critiquées. Si nous ne l'étions jamais, non seulement la vie serait ennuyeuse, mais ça serait une limite au débat. Alors, on va revenir sur la largeur du mandat, parce que ça fera le lien avec la question sur le climat. Sur le climat, absolument. Mais peut-être pour prolonger ce que disait Pierre-Rosan Vallon, d'abord, je ne crois absolument pas que la multiplication des autorités indépendantes soit la panacée centrale de la maladie de la démocratie. Mais là où je vous rejoins, c'est que je pense que les autorités indépendantes peuvent contribuer à la démocratie. Alors, par rapport à ce que disait Jean Pisani-Ferry, je n'ai pas l'impression qu'au moins en France, dans le cas que je connais le mieux, l'indépendance soit violemment remise en cause en soi. Je vais en donner un tout petit exemple anecdotique, mais je parle devant une grande journaliste de radio. Ça m'arrive assez souvent d'être interviewé à la radio ou à la télévision. J'ai en général l'occasion assez vite de préciser que la Banque de France est indépendante, notamment des pouvoirs politiques. Et bien, dès qu'on l'a dit, ça va mieux. Et ça va mieux pour une raison négative et pour une raison positive. La raison négative ne me réjouit pas. C'est qu'il y a aujourd'hui un discrédit du politique excessif. Peut-être en partie auto-entretenu. Et pour une raison positive, qui est que nous sommes conformes à notre mandat. Et je ne reviens pas sur les résultats contre l'inflation. Encore une fois, si on était mauvais pour défendre la valeur de vos euros, je pense que la critique, la remise en cause de l'indépendance serait totalement légitime. J'en profite pour dire un tout petit mot de la confiance et de la monnaie, parce que Pierre-Rosan Vallon, on en a parlé tout à l'heure, on n'y est pas revenu, mais je ne résiste pas au plaisir de citer un exemple qu'il donne dans son livre, qui est une pièce de monnaie maltaise du XVIe siècle. Vous allez voir, on va faire très concret, sur lequel est écrit, en latin, la phrase suivante, « non aes sed fides », vous avez tous compris, mais je traduis néanmoins, ce n'est pas du bronze, et pourtant c'était du bronze, ce n'est pas du bronze, mais de la confiance. Voilà. Et derrière cette petite devise, je crois qu'il y a une justification indépendante. Et je peux dire un mot tout de suite du climat et des aides souveraines. Absolument, et Pierre-Rosan Vallon aussi voudrait répondre à la dame qui demande comment la démocratie peut réussir à orienter l'économie pour qu'elle ne détruise pas la planète, pour le formuler comme ça. Sur le climat, je pense que nous sommes ici une immense majorité à être convaincus que c'est une bataille totalement centrale. Nous n'avons pas le choix. Au passage, c'est dit aussi dans le rapport Draghi. Quand j'ai parlé de la révolution de l'énergie, c'est aussi la révolution écologique. Là-dessus, il faut des régulations, et l'Europe en a prise beaucoup. Il faut sans doute des incitations publiques. L'Amérique en a pris beaucoup. C'est l'IRA de M. Biden. Nous avons, nous, un tout petit peu moins les moyens budgétaires de le faire. Et puis, il faut sans doute des mécanismes économiques. Je vais en citer un qui n'est pas d'une grande popularité, mais c'est le prix du carbone, quelle qu'en soit la forme. Mais que tous les émetteurs de carbone, et ça nous arrive de l'être, aussi nous, ménages, mais c'est beaucoup les entreprises, en payent le juste prix en termes d'externalités négatives sur le climat. Et là, je crois que l'Europe est plutôt en avance sur la transition climatique, mais il n'est évidemment pas question de relâcher le combat en quoi que ce soit. Comptez au passage sur la Banque de France pour, là-dessus, orienter au maximum le secteur financier. Vous me permettrez de partager une toute petite fierté, parce que c'est une fierté française. La Banque de France, dans les 3 dernières éditions, a été classée comme la banque centrale la plus verte du G20 par un panel d'ONG internationales. Voilà, donc nous sommes très décidés là-dessus.
J'ajoute sur les dettes souveraines ou on y revient après? Non, on y revient. On passe un petit peu la parole à Pierre Rosanvallon. Il y a quand même pas mal de lobbies à Bruxelles en ce moment. On sait qu'il y a un moment particulier au sujet du pacte vert pour essayer de repousser un peu l'effort ou de l'amoindrir pour l'environnement. Pierre Rosanvallon sur cette question, la démocratie. La démocratie et la prise en compte des questions du climat. On peut poser la question dans les termes suivants. Il y a une évidence de l'urgence absolue de cette question climatique. Tous les paramètres, toutes les analyses convergent. Et en même temps, l'évidence de cette urgence ne va pas avec l'évidence d'une action aussi rapide qu'il faudrait le faire. Pourquoi ? Pourquoi ce décalage entre la connaissance objective que nous avons d'une question et, disons, la paralysie, ou en tout cas la lenteur de l'action? Pour une raison fondamentale, c'est qu'on ne peut se projeter dans l'avenir que si chacun a le sentiment personnel que l'avenir, en quelque sorte, le construit lui-même, ou qu'il est une partie de cet avenir. En termes psychanalytiques, on pourrait dire qu'il faut qu'il y ait une réfraction du collectif dans l'individu pour que s'opère cette possibilité de se tendre vers l'avenir beaucoup plus que nous ne le faisons. Mais ça, c'est un problème général des démocraties. Ce rapport de l'homme et de la nature, c'est un type d'écart qui est de même nature que l'écart entre l'individu et le citoyen. Le citoyen, c'est, en chacun d'entre nous, c'est la part du collectif qu'il y a en nous et qui s'exprime politiquement ou qui se dit d'une certaine façon. Et donc, les démocraties ne deviendront véritablement des acteurs de la transition climatique que si chacun devient persuadé que c'est sa vie même qui est en jeu. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas leur vie qui est concernée, que c'est la vie des autres, que ce n'est pas leur histoire intime. Alors cela, comment faire cette réfraction du collectif dans l'individu? Eh bien, je dirais l'éducation est nécessaire, mais l'éducation ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une forme d'entraînement à cet exercice. Alors de façon, chacun d'entre nous peut se projeter dans ses enfants, ses petits-enfants, mais ne va guère plus loin. Comment faire en sorte que chacun d'entre nous devienne en quelque sorte conscient d'être un humain? Comment pouvons-nous devenir humanité? Je crois que c'est cette conversion qui est en jeu aujourd'hui dans nos sociétés et que si nous ne faisons pas ce mouvement, eh bien, nous le paierons d'un prix absolument catastrophique. Mais ne pensons pas que c'est la faute des autres. Moi, à un moment, j'ai pensé que la solution à cela, c'était, avec un certain nombre de personnes, on a développé cette idée d'un parlement du futur, en disant le futur n'est pas bien représenté dans la société. Il faudrait un parlement du futur. Mais non, parce que s'il y avait simplement un groupe de spécialistes du futur, c'est dans chacun que ça doit se passer. Et si on ne mesure pas la façon dont on peut poser cette question, eh bien, on restera toujours prisonnier de cet écart mortel entre la connaissance objective et puis l'inaction pratique. Et toutes nos sociétés meurent actuellement de cet écart. Oh. On termine, il reste 2 minutes. On termine avec la question dette souveraine quand même. J'ajoute juste sur le climat, par rapport à ce que disait Alexandra Ben Saïd sur les lobbies à Bruxelles, ils existent, il faut les écouter, il faut leur résister. Mais soyons tous conscients que la bataille sur le climat, actuellement, elle va jouer moins à Bruxelles qu'à Washington. C'est le résultat de l'élection américaine qui va être décisif sur l'évolution de la bataille mondiale contre le climat. L'Europe est en avance là-dessus. Sur les dettes souveraines, ou la dette publique, moi je répondrai à la question de la façon suivante. Je crois que la juste quantité de dette publique aide la démocratie, parce qu'elle aide à réaliser des projets collectifs. Mais trop de dette publique menace la démocratie. Et je vais le dire très clairement, c'est là que nous en sommes aujourd'hui en France. Nous avons trop de dette publique. Pourquoi ça menace la démocratie? 3 phrases très rapides. Hélas. Hélas.
La première, c'est que ça mange de plus en plus de notre marge de manœuvre en termes d'intérêt de la dette. Nous dépensons déjà plus pour les intérêts de la dette que pour notre défense. Nous allons d'ici 2 à 3 ans dépenser plus pour les intérêts de la dette que pour l'éducation, qui est la dépense d'avenir la plus importante qui soit. Et là, il s'agit de dépenses héritées du passé. La deuxième phrase, c'est que nous léguons, il m'a semblé que la personne qui posait la question était plutôt de la génération montante, ce dont nous ne sommes plus tout à fait. Nous léguons aux générations qui arrivent aujourd'hui une charge pour partir dans la vie, un handicap pour partir dans la vie de plus en plus lourd. Un jeune qui partait en 1980 partait avec un sac à dos qui pesait 20% du PIB. C'était la dette rapportée à l'économie. Une génération plus tard, en 2000, 60% du PIB. Le sac à dos s'était déjà multiplié par 3. Aujourd'hui, 112% du PIB. Le sac à dos s'est multiplié par 6. Pierre Rosanvallon parlait du Parlement du futur et du génération future. La dette écologique est évidemment en première ligne. Mais la dette financière, c'est aussi une pollution que nous léguons à la génération suivante et qui va limiter ses marges de manœuvre. Et puis, dernière chose, je suis désolé de le dire, mais heureusement la France n'en est pas là, c'est que si nous ne gérons pas ce problème, l'expérience autour de nous, c'est que ça débouche sur des crises graves, et que les crises graves, ça veut dire l'intervention d'institutions internationales, et ça, c'est la fin des choix démocratiques. Nous n'en sommes pas là, il faut prendre ce sujet à temps, mais aujourd'hui, en France, l'excès de dette souveraine est une menace sur notre démocratie. Pierre Rosanvallon, François Villeroy de Galhau, ils ont donc fait cette conférence. Merci à eux deux.